Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Aux portes de cette année 2022, eh bien, permettez-moi de vous souhaiter une bonne santé en priorité dans cette période compliquée sur le plan sanitaire. Pour ce premier numéro de C'est le foot, eh bien, édition 2022, évidemment, les invités en plateau, Alain Sorez, qui est le président du CrossGoa, avec qui nous allons parler des premiers Jeux de la Caraïbe qui se précisent. Bonsoir, président. Bonsoir à tous et bonne année aux sportifs et au football en particulier. Deuxième invité, Stéphane Zamor. Alors Stéphane Zamor, évidemment, c'est le chargé des calendriers des compétitions auprès de la Ligue guadeloupéenne de football. Peut-on dire enfin le championnat régional 1 Vito? Eh bien, commence ce week-end, dans quelles conditions? Les détails, évidemment, avec vous, ce sera dans quelques instants. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Richard Etienne et bonsoir à tout le public guadeloupéen et puis bonne année à tout le monde. Parfait. Vous l'avez connu, évidemment, comme étant le capitaine, évidemment, de l'AS Gosier. Désormais, eh bien, il évolue avec la JSF. C'est un club gosérien, évidemment. Il vient de monter un projet en faveur des jeunes footballeurs. Bonsoir, Mathieu Petit. Bonsoir à tous et bonne année également. Nous attendons avec impatience, évidemment, votre intervention d'ici quelques instants. Entre le pass sanitaire, l'obligation vaccinale et toutes les restrictions préfectorales, eh bien, la pratique sportive reste un vrai sujet d'actualité. Outre la présentation du pass sanitaire, eh bien, évidemment, on doit aussi au pass vaccinal. Barbara Logis, bonsoir. Oui, il y a un problème de retour. Bonsoir, Barbara Logis. Bonsoir. Oui, il y a un tout petit problème pour joindre Barbara Logis. D'accord. Alors évidemment, vous êtes psychologue et habitué à sur le foot et nous serons très attentifs de votre analyse par rapport à cette situation et surtout ce qu'il y a lieu de faire. Alain Sorez, conférence de presse aujourd'hui du préfet et de la directrice de l'ARS. Qu'est-ce que vous avez pu retenir d'essentiel? D'essentiel, on commence à s'habituer. Oui. Pour nous, ce qui nous intéresse en tant que sportifs, ça sera pour l'instant les couvre-feux. Cela concerne aussi bien les entraînements, les compétitions. Et on verra comment les différentes disciplines vont s'adapter en fonction de ce couvre-feu. Mais ce qui est à retenir surtout, c'est que en moyenne, là, ça ne change pas grand-chose à la situation actuelle, qui est une situation de baisse de licence pratiquement dans toutes les disciplines et de difficultés à faire la reprise, notamment avec l'obligation du pass sanitaire, que ce soit aux entraînements et également aussi pour les compétitions. Certaines disciplines commencent à s'organiser pour une reprise cette fois-ci en janvier, février. Donc j'espère qu'avec le couvre-feu, ils pourront quand même s'adapter. Parce que moi, c'est le mot d'ordre depuis le début, c'est s'adapter, mais également aussi anticiper, c'est-à-dire ne pas attendre. C'est pour cela que même nous, au Cross Guadeloupe, on essaie de programmer en restant optimiste sur l'avenir. Et s'il faut ensuite reporter, voir in extremis, en dernier ressort annulé, on va annuler. Mais pour l'instant, on fait comme dans le monde entier, au niveau du sport, c'est surtout le retour dans les stades, le retour sur les pistes, avec les protocoles sanitaires qui s'imposent et en espérant que tout un chacun est à même de jouer le jeu. Avant de recueillir votre point de vue, Stéphane Zamor, un petit tour justement du côté de Barbara Logis qui est en direct avec nous. Bonsoir Barbara. Bonsoir. Oui. Parfait. Mais écoutez, je vous ai lancé tout à l'heure. De toute façon, vous serez avec nous. Vous êtes déjà avec nous. Et puis, vous allez nous donner votre sentiment par rapport à la situation sanitaire, ce qui se passe actuellement, en tout cas dans notre département. On reviendra avec vous d'ici quelques instants. Alors, Stéphane Zamor, vous, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Et surtout pour le football. Pour le football, comme disait le président Sorez, c'est une adaptation en permanence. Donc, on le voit bien avec tout championnat qui devait démarrer début septembre, qui finalement démarre ce week-end. Les annonces du préfet nous obligent encore à nous adapter, puisque les rencontres prévues notamment en nocturne
on va devoir les avancer. Les avancer à 19h, 19h30. Mais c'est un exercice, on va dire, de funambule, puisque un club qui sort de Basse-Terre, qui va jouer en Grande Terre, même 19h, c'est compliqué, puisque il y a l'école, il y a le travail. Le retour le soir aussi est long, donc ils se trouvent parfois même hors couvre-feu. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et c'est pas évident. Donc il y avait un conseil de ligue ce soir qui est encore en train de se tenir, où des décisions ont déjà été un petit peu actées. Et je ne vais pas forcément les dévoiler ce soir. On reviendra d'ici quelques instants justement concernant certaines décisions qui ont été prises au niveau de la Ligue. Alors Mathieu Petit, pareil, même question. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Qu'est-ce qui vous a marqué en quelque sorte dans cette conférence de presse? Comme il a été dit, pour nous aussi en tant que joueurs, c'est principalement le couvre-feu. On voit que là, depuis le départ de la saison, on perd pas mal de joueurs, on va dire, qui se démobilisent avec tous ces couvre-feux. Il y a eu les mouvements sociaux aussi. Donc c'est compliqué en ce moment d'avoir une équipe complète, on va dire. On le voit aux entraînements, on est de moins en moins. Il y a des joueurs qui ont carrément décidé d'arrêter car ils n'ont plus la motivation de venir pour au final voir qu'il n'y a pas de rencontres qui se font. C'est vraiment compliqué de mobiliser tout le monde en ce moment. Oui, c'est vrai. Extrêmement compliqué. Les premiers Jeux de la Caraïbe, c'est confirmé en ce qui concerne l'organisation prévue du 29 juin au 3 juillet. Peut-on parler vraiment de confirmation, Alain Sorez? Confirmation dans le calendrier international, donc ça c'est sûr, c'est déjà une bonne chose d'avoir pu avoir une date, une période avec ce calendrier. Un travail de l'organisation, justement, ça nous a permis de tenir, de ne pas baisser les bras en 2020, ça a été repoussé en 2021. Et en 2021, nous avons poursuivi notre organisation avec notre staff. Nous avons 2 rendez-vous importants en janvier, c'est samedi prochain, ce samedi. Avec le séminaire de rentrée du Cross Guadeloupe, où on va mettre tout à plat, on va tout se dire, tout faire le tour d'horizon de la situation en Guadeloupe, une situation sociale, sanitaire, économique. Nous allons analyser aussi les propos du président de région sur les difficultés financières de la région, pour voir si on peut nous adapter à cette difficulté financière, parce que comme j'aime à le dire, je suis avant tout un Guadeloupéen, je suis un contribuable, je suis un élu, je suis un dirigeant sportif. Donc on va s'adapter à la situation de la Guadeloupe, mais en ayant à l'esprit 2 choses. C'est premièrement ne jamais abandonner, surtout que c'est historique et c'est dans notre ADN par rapport à tout ce qui se dit actuellement, en disant que nous voulons un peu plus d'autonomie sportive, un peu plus d'intégration dans la Caraïbe. Donc nous, depuis 10 ans, nous nous battons pour cela, que ce soit notamment le football. On a donné l'exemple de ce que nous pouvons faire au niveau international. Donc il nous faut absolument tout mettre en œuvre et ensuite nous adapter par rapport à la situation dans le monde, dans la Caraïbe. Et en espérant que pour l'instant, ce qui est positif, c'est que la plupart des pays, et notamment nous avons été étonnés que dans certaines disciplines, les meilleurs ont déjà répondu sur leur volonté d'être présents. Et pour le football, ça sera du futsal. Et ce que je retiens aussi, c'est ce soutien ô combien important, justement, du ministre des Sports, en l'occurrence Roxana Marcineau, qui vous soutient pleinement. C'est-à-dire que cette compétition caribéenne a été inscrite dans le cadre de la stratégie française d'accueillir des compétitions internationales. Donc ce qui fait que même au niveau sanitaire, pour faire le lien avec les premières questions, nous sommes aussi bien encadrés et bien soutenus au niveau national, tout ce qui sera le protocole sanitaire et surtout le protocole sanitaire international. Parce que même pour le séminaire, la CANO qui est prévue, donc c'est le 2e rendez-vous du 17 au 22 janvier, avec nos amis de Cuba, de Saint-Domingue, etc., nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de formalités à remplir et nous nous adaptons à ces formalités parce qu'effectivement, ils sortent d'un pays, ils vont rentrer dans un autre pays. Donc voilà. Donc ça nous permet d'être plus forts en ayant ce soutien et cet accompagnement administratif au niveau national. Oui, alors ce soutien, justement, je vais revenir là-dessus, qui vient du ministère, du ministère des Sports. Est-ce que c'est, selon vous, c'est une marque de confiance ou pas ? Je pense que, premièrement, ça s'inscrit dans la logique de la France en ce moment par rapport... nous avons Paris 2024 en objectif, donc c'est sur le territoire national. Les Jeux de la Caraïbe, c'est 27 comités nationaux olympiques.
Et eux aussi sont enthousiasmés de venir, d'inscrire cette compétition sur étape vers les Jeux de 2024 parce que notre stratégie justement, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de compétitions internationales sous l'agenda de chacun des sportifs guadeloupéens et motiver en cela les jeunes Guadeloupéens parce que, notamment, ça a été notre argument en football parce que même si on forme 20 jeunes footballeurs au CREPS, il y a 2 ou 3 qui peuvent briller au niveau de l'équipe nationale française, tant mieux pour nous. Mais s'il y a 5, 6, 8 et même les 20 qui peuvent briller au niveau de la CONCACAF, là aussi nous sommes fiers. Donc c'est pour cela qu'il nous faut absolument avoir à la fois l'ambition nationale, mais également l'ambition guadeloupéenne au sein de notre zone géographique. Oui, alors soutien, c'est vrai, je reviens encore là-dessus, soutien ministériel, au niveau des collectivités locales, notamment la région et le département. Alors, nous avons eu les présidents de ligue et comité une réunion avec le président de région le 29 décembre dernier. Je pense que c'était après la Noël, donc on ne s'attendait pas à avoir des cadeaux, mais bon, ce qui a été annoncé, c'est la crise sociale, la crise économique, la crise financière. Mais justement, et peut-être la psychologue va peut-être me donner raison sur cela, nous, ce n'est pas notre ADN en tant que sportif. Même la FIFA le dit très souvent, même, malheureusement, même quand il y a un décès au cours d'un match, au cours d'une compétition, il y a le moment de prendre du recul, mais ensuite le jeu doit reprendre, le jeu doit continuer parce que c'est la vie en fin de compte. Donc c'est ce que nous disons à l'ensemble des collectivités. Nous allons aborder la question dans les semaines à venir. À un certain moment, quoi qu'il en coûte, il faut quand même vivre, il faut quand même essayer d'avoir des activités, il faut que les jeunes retrouvent le chemin du sport, donc trouver les solutions, prendre sa calculatrice, mettre +1, enlever +1, -1. Oui, beaucoup de calculs. Mais avoir quand même l'objectif qu'il y ait l'activité sportive et aussi se projeter dans l'avenir pour organiser les compétitions. Dans ces Jeux de la Caraïbe, quelles sont les disciplines qui seront présentes ? Alors les disciplines, c'est les 2 disciplines phares. Donc il doit en avoir 7 normalement. Voilà, les 2 disciplines phares de l'olympisme, la natation et l'athlétisme. Ensuite, un sport de combat, c'est le judo. Un sport collectif fun pour attirer les jeunes, c'est le basket 3-3 et le futsal. Et ensuite, il va y avoir netball et cyclisme pour compléter pour nos amis de la Caraïbe. Donc, on va s'adapter en fonction de tout ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de la Caraïbe. Et bien sûr, malheureusement pour nous, depuis quelques semaines, il y a Omicron. Bon, depuis 2020, on est en train de préparer, on s'adapte en fonction de l'évolution de la situation. Malgré tout, vous gardez quand même un brin d'optimisme. Hein? Peut-être que ça va s'améliorer. Je pense qu'il y a de quoi être optimiste par rapport à l'évolution sanitaire, à ce qui se passe au niveau du monde. On a les Jeux Olympiques d'hiver, on verra comment ça se passe. On a la France, on a le tournoi de tennis en Australie, etc. Donc, et on a eu la chance d'avoir en 2021, je crois, à la fois les Guada Boys qui ont fait une compétition aux États-Unis. Il y a d'autres compétitions qui se sont déroulées sous le sol de Saint-Domingue au niveau du football. Il y a eu aussi en Colombie une grande compétition junior panaméricaine, donc avec beaucoup de jeunes, beaucoup de disciplines, avec un protocole sanitaire. Et en sortie de cela, il y a eu très peu de cas de Covid. Donc on pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même une expérience nationale et internationale pour gérer la situation. Alors les sites, justement, parce qu'on va en parler, les sites réservés à ces premiers Jeux de la Caraïbe, je suppose le cyclisme, ça va être le vélodrome Amédée Dutroux. Le vélodrome est sur route, ensuite le futsal, ça sera au Gosier, en espérant que la rénovation va s'achever, que le palais du sport du Gosier, qui avait déjà été visité à l'époque par la CONCACAF, qui aime ce palais des sports pour le futsal, donc j'espère qu'on aura... Il y a des travaux en cours ou pas ? De rénovation, donc j'espère qu'on peut faire une belle compétition de futsal au Palais des Sports du Gosier. Ensuite, le judo, c'est Pointe-à-Pitre. Et ensuite, la natation, c'est la piscine intercommunale. Mais là aussi, notre position, c'est de faire en sorte de profiter de ce moment où parfois il y a des difficultés pour la mise en place des compétitions, de profiter pour faire des dossiers, pour essayer d'avoir, pas simplement en 2022, mais pour l'avenir. Et notamment, on a la construction du bassin olympique. On a obtenu 1,5 million d'euros de l'État, on attend les autres financements. Et notre cheval de bataille aussi, c'est enfin de donner à la Guadeloupe un stade, comme dans toutes les îles de la Caraïbe, il y a un stade national, entre guillemets, où il y a des compétitions à la fois d'athlétisme, de football, de rugby, oui, mais ce ne sera pas quand même cricket, pour...
ce ne sera pas pour le mois Non, de ça ne juin, sera pas quand pour même. les Jeux, mais ça sera aussi, ça nous permet de travailler sur nos dossiers parce qu'il nous faut absolument, il y a un dossier de la rénovation du Stade des Abîmes. Et personnellement, ça me tient à cœur de défendre ce dossier comme j'ai défendu le bassin olympique pour la piscine intercommunale. Donc, quels que soient les retards pris, les financements sont là, on va continuer à se battre parce qu'il nous faut ça dans les années à venir pour avoir de belles compétitions internationales en Guadeloupe. Voilà, c'est parfait. Alors, Stéphane Zamor, on va parler de football, puisque c'est vrai que vous êtes là pour ça, pour nous parler de cette discipline, et surtout pour nous donner des informations, des précisions concernant d'ailleurs la reprise du championnat, en tout cas le début de cette saison version 2021-2020. Une journée, ma foi, qui va se dérouler sans aucun problème. Bon, on ne pourra pas dire totalement sans problème, puisqu'on ne peut pas occulter la situation sanitaire, puisque le préfet, dans son annonce ce soir, a déjà posé, entre guillemets, un petit souci à ce qu'on avait prévu ce week-end, c'est-à-dire, c'est concernant le couvre-feu. Même si le couvre-feu est à 22h, mais on a des rencontres qui se jouent vendredi soir, il va falloir qu'on s'adapte et qu'on puisse les avancer déjà à 19h. Et puis, de façon globale aussi, le raccourcissement du délai de validité des tests, qui est que de 24 heures maintenant, pose aussi pas mal de soucis au club en matière d'organisation. Mais là, on est obligé d'affiner le protocole LJF, on est obligé de l'affiner sans arrêt pour voir coller aux réalités. C'est pour ça que dès la semaine qui vient, on va s'adapter en conséquence, puisqu'il faut, par rapport au nombre de cas, on le voit bien par exemple au football national, mais chez nous le problème se pose aussi sur 7 jours glissants. Quel nombre de joueurs le nombre de joueurs positifs sur 7 jours glissants détermine si un match peut être joué ou pas. Donc ça aussi, on doit le prendre en compte. Et dès demain, dès après-demain, il y a quelque chose qui partira au club justement pour pouvoir leur permettre de s'organiser. Puisque quand vous jouez un dimanche et que vous faites des tests le samedi après-midi, la ligue est fermée. Et des tests de 24 heures. Hein, voilà, tout à fait. Donc, toutes ces contraintes-là, mises les unes aux autres, posent un certain nombre de problèmes, mais comme le dit le président Sorez, il faut quand même qu'on puisse lancer les activités. Il faut s'adapter et ne pas rester là à attendre que ça vienne d'ailleurs. Il faut que nous, qu'on puisse s'adapter, puisque si les jeunes ne sont pas sur les terrains de football, on sait où est-ce qu'ils seront. Et avec tous les problèmes qu'il y a derrière, c'est comme un 13 000 licenciés au niveau du foot. Voilà. Alors, le préfet, il a bien précisé, il a dit, lors de la conférence de presse, couvre-feu à partir de 22h. Dès vendredi soir. Dès vendredi soir. La première journée, justement, eh bien, c'est donc vendredi soir, et qui va se terminer après 22h. Comment ça va se passer dans le concret ? Dans le concret, on part sur... donc, on va discuter déjà avec les clubs demain, mais on part sur un coup d'envoi qui ne sera plus à 20h30, mais qui sera peut-être à 19h30 ou à 19h. Voilà. Après, si c'est deux équipes qui sont géographiquement proches, ça sera 19h30. Après, si c'est un club qui sort de Basse-Terre pour monter sur la Grande Terre, on sera obligé de mettre 19h. Mais on sera obligé de s'adapter comme ça. On l'a fait la saison dernière. Ça avait quand même bien fonctionné. Et puis, il y a des adaptations à trouver aussi avec les autorités. C'est-à-dire que un club qui sort de Basse-Terre, qui sort de Grande Terre à 21h15, 21h20. Donc, sur présentation du justificatif disant qu'on était bien en compétition sportive, qui est une certaine souplesse au niveau de s'il y a un contrôle. Oui, parce que là, je n'ai pas très bien compris, parce que il me semble qu'il a dit que le pass sanitaire, dès l'instant où on peut justifier de son pass sanitaire, eh bien, ça ne devrait pas poser de problème. Enfin, ça, c'est encore un autre aspect du problème. Ouais. Le pass sanitaire, de toute façon, depuis septembre, il est censé s'appliquer sur les compétitions. Enfin, il s'applique. Simplement, c'est le couvre-feu qui complique la chose. Parce que les clubs se sont adaptés, les clubs ont nommé un référent Covid, les tests sont faits avant les rencontres, etc. On n'a eu que 2 matchs de reportés au niveau de la Coupe de France pour des clubs qui n'étaient pas prêts, qui ont signalé qu'ils ne seraient pas prêts, il n'y en a eu que 2. Donc les clubs se sont quand même bien adaptés. Et là, c'est le couvre-feu qui va un petit peu compliquer les choses, mais je pense qu'on devrait pouvoir mener à bien toutes les rencontres ce week-end. Sauf si, au niveau d'un club, on a un certain nombre de cas de Covid qui sont avérés, ou à ce moment-là,
la procédure que la Ligue a définie et envoyée au club cette semaine sera appliquée. Et les tests, justement, qui viennent de la région, comment ça se passe? Donc les clubs, ils sont distribués au club? Ils sont distribués au club. Les clubs doivent venir au niveau de la Ligue récupérer 20 tests chaque semaine. Et ça se fait en ce moment? C'est déjà en place. C'est déjà en place depuis pratiquement 1 mois et demi ou 2 mois. Donc les clubs doivent se présenter à la Ligue et récupérer leurs 20 tests pour le match du week-end. Pour le match du week-end? Tout à fait. D'accord. Enfin, après, on dit pour les matchs du week-end, mais dans l'absolu, c'est l'usage qui doit être fait pour permettre au club d'avoir une assurance que les tests soient vraiment réalisés avant le match. Après, s'ils l'utilisent avant, bon, libre à eux, c'est leur organisation, mais a priori, enfin, pas a priori, dans l'absolu, c'est destiné au match du week-end. Disons qu'on arrive au stade, il faut faire le test. Non, il doit être fait en amont, parce que dans le protocole, minimum 2 heures avant le match, il faut avoir déjà fait ces tests, en fait, pour présenter les codes QR en temps et en heure. D'accord. Voilà. Alors, on va voir un petit peu le calendrier, justement, de cette journée de foot de Régional 1 Vito. Il faut quand même le préciser. Alors, en ce qui concerne la première journée, vous voyez, ce sera donc la première rencontre, c'est le 7, entre la Red Star et la Gauloise. Le lendemain, c'est à quelle heure? C'est à 20h30. Mais on va voir, de toute façon, il faudra s'adapter. On doit s'adapter. Nécessairement. Voilà. Ensuite, il y aura le lendemain, Stade Amantino Amical, Sporting Étoile de Monalo, Jeunesse Évolution Arsenal, le Phare face à la Juventus. Dans la poule B, maintenant, on va voir les différentes rencontres dans la poule B. Donc, le samedi 8, USR CSN, là, ça ne pose pas de problème, 15h30, 15h30 également pour le CIA Marquisa et le Sirocco. Le CIRFA face à l'AS Gosier, Jeunesse au JSVH, contre la Solidarité Scolaire, et le Racing face à l'USBM. En fait, il va falloir s'adapter. De toute façon, les clubs auront les informations nécessaires. D'ici peut-être... Dès demain, on va s'atteler à la tâche dès demain matin, notamment pour le match de vendredi, qui est déjà... Vendredi, c'est déjà après-demain. Il y a une préparation en amont des clubs, un transport, notamment pour la Gauloise. Il va falloir pouvoir les informer très rapidement. Mais pour le samedi, cela pose moins de problèmes, puisque le samedi, traditionnellement, on joue à 20h, mais avant ça, à 19h, on pose moins de soucis le samedi. C'est plus la question du vendredi soir, par rapport aux scolaires et aux gens qui travaillent. D'accord. Nous marquons une pause dans cette édition, et puis on se retrouve tout de suite après pour parler encore de sport. À tout de suite. Retour en plateau, c'est vrai que nous parlons de football, nous parlons surtout d'ailleurs de cette première journée de championnat. Alors, vous disiez que tout est fin prêt, en tout cas, pour l'organisation de cette première journée du championnat de Régional 1 Vito. Oui, pour cette première journée, tout est prêt. Donc, l'adaptation qui a fait, comme je disais, c'était pour le nocturne, mais bon, ça, c'est pas un très gros souci. On peut encore jouer en diurne, puisque il n'y a que la RE, la R2 qui joue ce week-end, la R3 ne joue pas encore, donc on a une flexibilité pour ce week-end. Donc, c'est l'évolution des mesures préfectorales qui ensuite vont dicter la suite de la compétition. Si on passe en couvre-feu à 20h ou pas, ou en confinement, ou etc., voilà. Donc, on s'adaptera comme on peut. Alors, Stéphane Zaman, est-ce que c'est très compliqué de mettre en place un programme? C'est vrai en ce moment. C'est super compliqué parce que ça peut varier tous les mercredis. On est suspendu aux annonces du préfet comme tous les Guadeloupéens. Et puis, c'est un peu quand même décourageant pour les pratiquants, comme le signalait Mathieu Petit tout à l'heure là. C'est-à-dire que certains joueurs... Ils vont vous dire, bon, il n'y a pas de match, je ne viens pas à l'entraînement. Donc ça, on le vit tous dans les clubs. Et s'il n'y a pas de match, les joueurs ne sont pas véritablement motivés. Et là, c'est toute la difficulté, puisque nous, derrière, on dit, ouais, mais vous ne programmez pas les matchs, il n'y a pas les matchs, mais on est quand même tenu par les réglementations. Elle est valable pour tout le monde. Elle est valable pour tout le monde. Bien entendu, on aimerait faire redémarrer tout le monde. Là où on a quand même plus de marge, ça va être pour les jeunes, puisque suivant l'évolution des derniers débats, jusqu'au U16, on n'aura pas besoin, on n'aura pas d'obligation vaccinale. Donc le pass sanitaire s'appliquera simplement. Voilà. Donc là aussi, c'est à suivre. Est-ce que les tests vont être payants?
est-ce qu'il va être gratuit? Alors, quand on etc., discute, voilà. Stéphane Zamor, et la question vous est posée aussi, Mathieu Petit, quand vous discutez avec les joueurs, qu'est-ce qui revient très souvent? C'est le refus total du pass sanitaire ou pas, Mathieu? Oui, pour nous, pour notre équipe, on va dire que 80% de l'effectif est vraiment contre la vaccination, contre l'application du pass sanitaire. Contre l'application du pass sanitaire. Voilà. On a même des joueurs qui, depuis le début de saison, ont arrêté de venir. Alors, quand on dit... même le test. Même le test. Oui, il y en a même qui refusent le test. Je pense que c'est une situation qui est générale dans tous les clubs. Il y en a qui commencent petit à petit à revenir. Ils se disent, et est-ce qu'il y a une pédagogie qui est faite à ces joueurs? Oui, à notre niveau, les choses sont bien faites par le président. Déjà, pour réaliser les tests, il fait appel à une infirmière toutes les veilles de match. Donc, ce qui fait que les joueurs n'ont pas à aller chercher à gauche, à droite ou faire leurs tests. L'infirmière vient directement sur le terrain. Et il rappelle aussi aux joueurs que, ce serait quand même nécessaire de jouer le jeu pour que le sport puisse reprendre. Parce que, comme on l'a dit, certes, les conditions sont difficiles, mais tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie de reprendre une activité, en fait. Oui. Alors, Barbara Logis, vous êtes avec nous, vous êtes en direct avec nous dans cette émission, c'est le foot. Vous êtes psychologue. Alors, c'est vrai que quand vous entendez tous les intervenants, quand ils passent de toutes les difficultés rencontrées dans les clubs, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que psychologue? Ça renvoie toute la difficulté, effectivement. C'est une réalité du terrain et que c'est vrai que depuis 2 ans le monde du sport est extrêmement bouleversé et que ils fournissent énormément d'efforts pour pouvoir permettre encore l'activité de se faire, et je pense que il faut souligner tous ces efforts, il faut continuer à les encourager parce qu'effectivement le sport est très important. Les encourager comment? Les encourager déjà sur le plan moral, à toujours pouvoir trouver des encadrements, mettre en place suffisamment d'accompagnement qui permettent aux sportifs de pouvoir pratiquer et dans de bonnes conditions, en respectant les différents protocoles, parce que malheureusement, ils changent énormément, ils sont plus ou moins allégés, plus ou moins renforcés, donc c'est pas évident toujours. On demande énormément d'adaptation. Donc voilà, il faut être conscient de cette réalité, de tous les efforts qui sont fournis pour que ça continue. Alors, vous recevez évidemment des sportifs dans votre cabinet qui certainement vous font part de leurs problématiques, de leurs difficultés, ne serait-ce que pour pouvoir pratiquer le sport. Vous avez envie de les encourager. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, si vous voulez, l'important, c'est quand même de maintenir et d'apporter un soutien psychologique beaucoup plus grand, parce que je pense que les sportifs, ils en ont besoin. Ils ont besoin de cet espace de parole. Donc, il faut le leur offrir de manière à ce qu'ils puissent s'autoriser aussi à prendre du recul, à poser les mots, à exprimer leurs différents sentiments, à surtout parler d'eux sous une autre forme aussi que celle de leur identité sportive, parce qu'ils sont extrêmement... ça prend énormément de place dans leur vie, et il y a quand même d'autres aspects qui sont souvent négligés. Donc là, je pense que c'est important qu'ils puissent prendre conscience de ça, parce que ça impacte beaucoup au niveau de leur motivation, de leur morale. Donc c'est important de renforcer des accompagnements psychologiques. Restez toujours avec nous, Barbara Logis. Mathieu Petit, je me tourne vers vous, puisque vous avez créé, et c'est du reste vous êtes venu pour présenter un petit peu, mais cette création, il s'agit donc de simplement un genre de camp d'entraînement en faveur d'ailleurs des jeunes Guadeloupéens et ceux qui sont passionnés au sport, singulièrement le football. Alors, vous nous donnez des précisions à cet égard? Alors, donc, pour vous présenter un peu le projet, donc, avec un ami, on a créé une entité qui va s'appeler Soccer Plus Coaching. Donc, ce seront des entraînements en individuel ou en très petits groupes. Donc, le but de ce genre d'entraînement, c'est de vraiment prendre
les joueurs un par un pour qu'ils puissent assimiler les notions plus facilement qu'en collectif en fait. On sait que pour une progression optimale, il faut répéter souvent les gestes et parfois les joueurs n'ont pas forcément tout le temps de répéter les gestes en club parce que quand ce sont des entraînements collectifs, il y a du monde, il faut que tout le monde puisse progresser et certains qui ont plus de difficultés peut-être sont un peu mis de côté, on va dire. Donc nous, notre but, c'est vraiment de proposer des entraînements personnalisés en fonction des points forts et points faibles de chacun. Alors, si je crois bien, c'est une pratique qui fait un peu son petit bonhomme de chemin et qui est réservée aux débutants et confirmés, on est bien d'accord? Voilà, donc nous, notre but, c'est vraiment de toucher tout le monde, que ce soit les débutants ou les joueurs qui ont des volontés de, pourquoi pas, viser le haut niveau. Donc pour les débutants, nous, ce qu'on leur propose, c'est vraiment une pratique de base, on va dire. C'est surtout, on a pas mal de jeunes avec nous qui ont un peu peur d'aller dans des clubs, dans des entraînements collectifs. Ils n'ont pas vraiment confiance en eux. Ils se disent que quand ils vont aller en club, comme ils ne seront pas aussi forts que les autres, ils vont être mis de côté, ce qui est souvent vrai en général. Donc nous, ce qu'on fait, on les prépare, que ce soit techniquement ou mentalement, justement à se tourner vers une pratique collective. Donc, quand ils sont avec nous, ils prennent confiance en eux car ils n'ont pas de stress avec d'autres joueurs ou quoi que ce soit. Ils ont tout le temps de répéter tranquillement leur gamme, leurs gestes. Donc, ça, c'est vraiment pour l'aspect des débutants. Mais on ne touche pas uniquement les débutants. On a aussi des joueurs confirmés, on va dire, qui souhaitent progresser et en faire toujours plus. D'où le slogan de Soccer Plus, c'est pour les joueurs qui en veulent toujours plus. Et vous agissez sur quoi à ce moment-là? Pour les plus grands, c'est sur l'aspect physique ou technique, voire même tactique aussi? Voilà, donc pour les joueurs déjà en club, nous, notre but, c'est de leur apporter un complément de ce qu'ils font déjà en club. Donc, on met en place des séances techniques, tactiques, même mentales. On essaye de travailler beaucoup l'aspect mental avec les joueurs. Donc, en premier lieu, on fait une séance de test avec les joueurs. On évalue un peu leurs points forts, points faibles, leurs objectifs. Et à l'issue de cette séance test, on leur propose un programme personnalisé et on travaille justement les points faibles qu'ils ont et on perfectionne leurs points forts. Et le but dans tout ça, c'est dans un premier temps pour les joueurs qui ont un peu de mal à s'intégrer dans leur club, qui ne jouent pas énormément, de les faire progresser en faisant des entraînements complémentaires à ce qu'ils font déjà en club. Alors il faut être clair, donc ce stage en quelque sorte est réservé aux filles et garçons? Oui, en fait c'est pas vraiment un stage, ce sont des séances qu'on propose. Pardonnez-moi, oui. Donc ce sont des séances de 1 heure et que les joueurs peuvent nous contacter, nous demander en fonction de notre disponibilité quand est-ce qu'on peut se rencontrer, etc. Donc, oui, on est ouvert aux garçons, aux filles, débutants confirmés, à partir de 5 ans jusqu'aux seniors. Et ça se passe où? Sur le terrain de Saint-Félix? Alors, on est en train de mettre tout ça en place, mais ce sera sur le terrain de Saint-Félix ou un autre terrain à Gauzier, le terrain de Mathurin. Donc, ça, ce sont pour les séances qui seront disponibles la semaine. Mais aussi, on est en train de mettre en place un programme de perfectionnement. Donc, ce programme-là, il aura lieu le samedi matin, 3 fois par mois le samedi matin. Donc le programme, ce sera 2 séances basées sur la technique, tous les aspects de la technique, conduite de balle, finition, etc. Et donc ça, ce sera sur un terrain synthétique à la Jaille. Et en complément de ces entraînements techniques, on va faire une séance préparation physique qui se déroulera sur la plage, soit à Saint-Félix, soit à la Dacha. Donc c'est un programme vraiment complet de 3 séances qui permet de travailler aussi bien l'aspect technique que l'aspect physique. C'est quand même intéressant, Alain Soez. Oui, surtout. Intéressant, surtout que ça correspond, je voyais quelques images aussi, c'est cette façon de nous adapter. Moi, je l'ai toujours dit dès le début de l'épidémie, la pandémie en 2020. On ne sait pas, parce que peut-être aussi le pari de certains de nos footballeurs, de nos sportifs, c'est de se dire que j'arrête dans 3 mois, on pourra reprendre les choses dans 6 mois, mais à chaque fois on fait des pronostics. Le mieux, c'est de s'adapter, de se préparer à vivre avec. Donc, c'est pour cela, moi, je voyais ils parlent des entraînements le samedi matin, des entraînements en plein air à la plage, en proximité des terrains five. Donc, je pense que tout un chacun, selon la discipline, on devra s'adapter, comme je l'ai dit aux collègues. S'il faut revenir à des matchs l'après-midi, la sélection de la Guadeloupe a joué CONCACAF à 14h. Il faisait 35 degrés. Donc, à un certain moment, il nous faut nous adapter.
La problématique, ça sera ce pays nocturne, parce qu'on est très nocturne avec nos entraîneurs, les 4 qui sont parfois aussi des professeurs, donc ça commence à 18h, etc. Donc, mais il faut que chacun puisse trouver son agenda, s'adapter à la situation, et surtout que nos collectivités aussi améliorent les conditions pour permettre à davantage de personnes de pratiquer. Alors Barbara Logis, malgré tout, il y a quand même de l'espoir quand on voit ce que l'on entreprend dans les clubs par exemple. Oui, le micro. Il y a un petit problème avec le micro de Barbara Logis. Oui, c'est vrai que... Alors Mathieu Petit, oui. Donc on a bien retenu, c'est Toulon, normalement c'est tout, quasiment ce sera le week-end. Oui, ça peut avoir lieu la semaine. Donc en fait, c'est en fonction des disponibilités des joueurs. Nous, on s'adapte, on est disponible tous les soirs, on va dire. Donc si certains joueurs veulent nous contacter, ils peuvent le faire. Nous, on propose des créneaux, on va dire la semaine de 17h à 20h, en fonction, comme je vous l'ai dit, des disponibilités des joueurs. Alors voilà. Justement, on a retrouvé Barbara Logis. Alors, je vous disais justement qu'il y a quand même de l'espoir avec tout ce que les clubs entreprennent en ce moment. Oui, tout à fait. Je pense que toutes ces réunions de réflexion en amont sur les années 2020 et 2021 ont porté leurs fruits, puisque ce que j'entends, il y a eu une vraie volonté de mettre de créativité, de mettre en place des encadrements pour que les sportifs puissent s'entraîner le plus convenablement possible dans cette période de crise. Donc, en tout cas, merci Barbara Logis d'avoir été en direct justement dans cette émission. Et puis là, je vais terminer justement sur, avant de faire un tour de table, messieurs, je vais terminer cette édition sur cette note où nos jeunes, et oui, ont de l'imagination. Et c'est le cas de Naomi Beckress. Elle a eu cette idée géniale, que vous voyez d'ailleurs à l'écran, de créer un box cadeau qui peut servir de décoration de votre intérieur. Et oui, elle reste allumée, cette box. Je l'ai vue de près, je vous assure. Eh bien, c'est extraordinaire, cette box. Bravo à Naomi Beckress. C'est une bonne initiative, je crois, de sa part. Et évidemment, si vous voulez rentrer en contact avec elle, et surtout, il faut le préciser que c'est une grande supportrice de quel club ? Eh bien, du Rapid Club de Petit Canal. Elle a un numéro de téléphone, c'est le 06 90 93 15 70. 06 90 93 15 70. Très bonne initiative de la part de cette demoiselle. Messieurs, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Alors, un tour de table rapide, Alain Suarez. Donc moi, j'ai commencé en disant bonne année, mais moi, je formule le vœu. Moi, ça correspond à tout ce qui a été dit ce soir. Je souhaite qu'il y ait une accélération dans la finition de certaines infrastructures sportives. Et alors, je vais faire un clin d'œil à deux ça me tient à cœur. Le stade Pierre-Anthony à Pointe-à-Pitre. Là aussi, pour nous permettre d'accueillir davantage de compétitions, davantage d'entraînement. Et également aussi le stade de Trois-Rivières, aucun pays au monde ne prend 8 ans pour construire un stade. Surtout un petit stade communal, non. Oui. Donc faites vite, mais celles et ceux qui nous entendent, celles et ceux qui ont on a besoin de cette infrastructure. Voilà. Stéphane Zamor, pardon. Oui, dans le prolongement de ce que disait le président Suarez, le stade de Trois-Rivières, pour une commission comme la mienne qui programme des matchs, on demande d'avoir des terrains. Je vais rajouter aussi le gosier. Le gosier aussi qui est à l'arrêt. Donc on aimerait récupérer des infrastructures puisque ça nous fait cruellement défaut dans ce pays. Et donc je vais terminer en précisant aussi que concernant le foot, que la LJF met tout en œuvre là vraiment pour accompagner les clubs sur tout ce qui est passe sanitaire, protocole, etc. Puisque le but, c'est que quand même que le football contribue quand même à la résilience, à pouvoir s'aérer l'esprit un peu pour les jeunes, puisque la période est compliquée, il nous faut quand même un exutoire.
Mathieu, Petit. Pour ma part, je vais comme juste apporter une dernière petite précision concernant Soccer Plus. J'ai fait la présentation, mais il faudra quand même que je laisse les coordonnées pour qu'on puisse nous contacter. Donc, je vais laisser le site internet. Donc, c'est www.soccer, S-O-2-C-E-R, le tiret du 6, soccer-du-6, plus en toutes lettres, plus.fr. Et le numéro de téléphone, si vous voulez nous contacter, donc c'est le 06 90 42 68 75. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en faire plus. Donc, voilà. Et sinon, merci à Richard pour l'invitation. Parfait. En tout cas, merci à vous, à vous tous. Merci à Barbara Logis, qui a été en direct avec nous dans cette émission. Merci à Jordan pour la réalisation technique de cette émission. Bonne soirée, chers amis téléspectateurs. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau point, pour un nouveau sujet concernant le sport chez nous, singulièrement le football. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.